Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo dans le cadre de ce chapitre de SES de première sur la déviance. Dans les vidéos précédentes, nous avons bien défini les contours de la déviance en accordant une attention particulière à une forme précise de la déviance, la délinquance. Nous allons maintenant nous attaquer au cœur de la question, quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance, en nous concentrant dans un premier temps sur les personnes qui ont des comportements déviants et donc pourquoi ces personnes réalisent des comportements considérés comme déviants. Un premier élément d'explication, que l'on retrouve souvent dans le sens commun et dans les débats politiques, c'est l'idée que le contrôle social serait trop faible. Si les individus ne respectent pas ou pas assez les normes de la société ou des groupes sociaux, ce serait parce que justement le contrôle social ne serait pas assez efficace et ne leur montrerait pas assez qu'il faut respecter ces normes et que s'ils ne le font pas ou si elles ne le font pas, elles devront subir des sanctions. Quand on évoque cette explication, il faut cependant garder à l'esprit qu'il existe deux formes de contrôle social, le contrôle social formel et le contrôle social informel. Or, on l'a dit, la forme de contrôle social la plus efficace, c'est le contrôle social informel, exactement. C'est en effet la forme de contrôle social qui participe le plus à la socialisation des individus et qui a donc le plus d'influence sur leur comportement. On pourrait donc dire que si certains individus ont des comportements délinquants, c'est parce que finalement leur entourage, de façon générale, ne leur signifie pas assez, ne leur montre pas assez, n'est pas assez présent pour leur montrer quels sont les comportements qu'il convient de respecter, quels sont les comportements qu'il faut éviter. Cependant, dans le cadre d'un débat politique, on a peu de prise sur le contrôle social informel. Ce qui relève de l'autorité publique, c'est plutôt le contrôle social formel. La tentation pourrait alors de dire on va appliquer des sanctions plus sévères, faire plus de peines de prison, afin de lutter contre la déviance et en l'occurrence notamment contre la délinquance. Mais attention, c'est une fausse bonne idée et en réalité, augmenter la sévérité des sanctions n'est généralement pas efficace. Tout d'abord, il faut se rappeler que cela ne va pas avoir d'effet dissuasif, ne va pas empêcher les individus d'avoir des comportements délinquants si les sanctions sont peu probables et si en réalité, certes la sanction est forte, mais qu'il y a peu de contrôles qui permettent souvent de la mettre en œuvre. De plus, si on se concentre sur la question des peines de prison, c'est qu'il faudrait plus de peines de prison, des peines de prison plus longues, etc., il faut en réalité prendre en compte que la prison fragilise l'intégration sociale et donc le contrôle social informel. En excluant les individus durablement et même surtout après leur peine de prison, en les empêchant de s'identifier à la société et à ses normes, la prison en réalité a plutôt un effet contraire, un effet pervers sur la délinquance et va favoriser la récidive. On se rend donc compte que non seulement le contrôle social formel n'est pas assez efficace, n'a pas assez d'influence sur les comportements des individus pour être une bonne solution, en tout cas la solution unique et miracle à la délinquance, mais qu'au contraire, elle peut même avoir des effets contraires et affaiblir le contrôle social informel et favoriser au contraire la déviance et la délinquance. Si on s'autorise une petite parenthèse pour se demander alors pourquoi est-ce qu'on a tellement de responsables politiques qui proposent d'augmenter la sévérité des sanctions, de proposer plus de peines de prison ou des peines de prison plus longues pour lutter contre la délinquance. Il faut justement chercher des explications non pas du côté en réalité d'une véritable lutte contre la délinquance, mais plutôt d'un message envoyé à l'ensemble des personnes qui n'ont pas de comportement délinquant. On se rend en effet compte que dans cette perspective, le contrôle social et la question des sanctions et notamment des peines de prison n'a pas pour but véritablement de lutter contre la délinquance, mais en réalité simplement de rassurer les personnes qui n'ont pas des comportements délinquants et d'assurer une certaine posture, une certaine fermeté, même si en réalité cette fermeté n'est qu'apparente et qu'on ne cherche pas vraiment de l'efficacité dans la lutte contre la délinquance. On vient de parler de socialisation. Or, à ce sujet, il faut garder à l'esprit que les normes transmises lors de la socialisation ne sont pas les mêmes dans tous les groupes sociaux. Des comportements peuvent ainsi être considérés comme conformes dans
d'un certain groupe alors qu'ils sont au contraire considérés comme déviants par un autre groupe. Or, dans ce cas, un individu qui respecte les normes du groupe auquel il appartient peut être considéré comme ayant des comportements déviants par un autre groupe social. Un exemple très simple, c'est beaucoup de problèmes qui se posent dans une salle de classe, notamment la question des bavardages, qui en réalité est liée à un décalage et même plus à un conflit entre les normes de la sociabilité des lycéennes et des lycéens, les normes des groupes de pairs auxquels ils et elles appartiennent, qui les poussent du coup à entretenir cette sociabilité, à nouer des liens sociaux entre eux en bavardant, et cela entre en conflit avec les normes de l'institution scolaire qui exigent plus d'obéissance, de discipline et d'attention à la seule personne du professeur ou de la professeure. Si on reprend cette perspective qui considère que la déviance n'est pas simplement le résultat d'un contrôle social qui ne serait pas assez efficace, d'une socialisation qui serait en quelque sorte ratée de la part de la société, on peut évoquer l'analyse du sociologue américain Robert K. Merton, qui considère la déviance comme une forme d'innovation. En effet, selon lui, certains groupes, certains individus cherchent à atteindre les objectifs valorisés par la société, notamment en termes de richesse, d'abondance matérielle, mais n'ont pas le moyen d'atteindre ces objectifs en respectant les normes de la société. Ils vont donc innover, emprunter de nouvelles routes, des voies alternatives qui ne sont pas considérées comme conformes, comme valables par la société, mais qui sont en quelque sorte des raccourcis vers cette richesse qui est valorisée par l'ensemble de la société. Donc on voit bien qu'ici, les individus ont quand même repris les normes de la société en termes de position valorisée et ne sont pas dans une situation où ils rejeteraient la société et ses valeurs. Au contraire. Simplement, ces personnes, notamment dans des sociétés où les inégalités sont fortes, n'ont pas les moyens d'atteindre ces objectifs, cette position valorisée, en reprenant les voies valorisées, considérées comme conformes par la société, et vont donc trouver d'autres moyens de le faire. Si je devais reprendre mon analogie sur la situation d'élèves, de lycéennes et de lycéens, c'est typiquement des personnes qui cherchent à avoir de bonnes notes, mais au lieu de le faire avec la voie classique considérée comme valorisée et comme normale, c'est-à-dire en travaillant, vont emprunter d'autres voies et en gros vont tricher. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tout était assez clair et que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des questions ou simplement pour témoigner de votre appréciation, vous pouvez laisser des commentaires. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.